Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Lors des premiers événements de la guerre d'Hannibal, 218 à 202 ACN, plusieurs exemples de vertus perverties ont conduit les Romains à tomber sur le champ de bataille lorsqu'ils étaient face aux Carthaginois, et le retournement de situation opéré par la Rome de Scipion l'Africain alla de pair avec la manière dont elle a appliqué justement la trifonctionnalité vertueuse, en dosant correctement la virtus, la fides et la pietà, les trois vertus morales clés du mos maiorum qui avaient fait la grandeur de Rome sous la République et au début de l'Empire. Conjointement, de nombreuses œuvres historiques et littéraires latines associaient les horreurs vécues pendant les guerres civiles à une approche pernicieuse de la vertu. Leurs auteurs, Tite-Live en tête, donnent au lecteur une leçon de morale qui, du moins le souhaite-t-il, leur permettrait de séjourner dans une Rome moralement saine. Il ne fait aucun doute que les historiens, les prosateurs et les poètes anciens plaçaient au premier plan tant dans la littérature que dans la culture historique et historiographique la virtus, la fides et la pietà, les trois valeurs qui fondaient la romanité. Ainsi, l'analyse de celle-ci sur le plan historico-moral nous permettra d'appréhender les traditions poétiques et historiographiques, ainsi que les habitudes culturelles traitées par les Romains de l'Antiquité. Nombre d'auteurs étaient à cheval tantôt entre tradition et innovation, tantôt entre la moralité républicaine, au fait de sa quintessence au lendemain de la victoire du vertueux Scipion l'Africain sur Hannibal en 202 ACN, et la morale impériale. Leur mise en valeur de Romains exemplaires génère diverses questions concernant leur qualité même d'exemple. L'adhésion à ce type de représentation, livienne, conduit à s'interroger sur le statut de modèle des personnages ainsi dépeints, de même que sur le processus par lequel la poésie épique établit les archétypes historiques. En proposant des leçons de morale à différents moments cruciaux de l'histoire tout en présentant des luttes de principes moraux antagonistes, fides contre perfidia, fides contre pietà, etc., et une caractérisation antithétique des belligérants, Tite-Live, Cicéron et d'autres soulignent le sens plus large revêtu par ces conflits tant dans leur œuvre que dans la grande fresque de l'Historia Romana. Ils mettent principalement l'accent sur le fait que la fides, la pietà et la virtus étaient des composantes cruciales de que les Romains possédaient intrinsèquement depuis aînés, mais qui faisaient nettement défaut à leurs ennemis. Cet ouvrage proposera donc une analyse historico-philologique des différentes acceptions de la fides, de la pietà et de la virtus, tout en étudiant l'évolution conceptuelle de chacun de ces vocables des guerres puniques à la dynastie flavienne et leur importance dans l'histoire, ainsi que le processus de divinisation de ces valeurs. Il devrait ainsi permettre d'apprécier la substantifique moelle de ces vocables dans le monde romain, afin de le pénétrer à travers un prisme peu exploité jusqu'ici. Chacune des parties du présent travail s'attellera à cerner les contours de la notion qu'elle étudiera, et en dégagera les domaines d'exercice qui y sont liés, militaires, politiques, religieux, civiques. Nous rappellerons à chaque fois les différentes acceptions de celles-ci, et tenterons de voir comment les multiples axes du champ sémantique qui traversaient celles-ci ont évolué entre le IIIe siècle ACN et le 1er siècle page CN. Enfin, nous nous pencherons sur l'origine de la divinisation de chacune de nos trois valeurs morales, sur le rôle qu'elles jouèrent au sein de la société romaine ainsi que sur leur temple. À l'origine de notre réflexion, existaient hypothèses et constats controversés, insérés dans une optique très fragmentée qu'il paraissait judicieux de vérifier, de disserter et de développer. Grâce à la combinaison d'une série d'approches et de techniques dont aucune n'est étanche par rapport aux autres, cette saisie qui a été la nôtre d'un système historico-littéraire dans sa globalité est, selon notre opinion, l'idéal même que se propose de plus en plus l'histoire nouvelle, celle qui lie les sciences de l'Antiquité entre elles. 1. La fides. Pour le philosophe L. Wittgenstein, aucun savoir, aucune science, aucune discipline ne peut se passer des mots. Il peut paraître peu utile de vouloir définir et expliciter un terme que tous les historiens de l'Antiquité connaissent, celui de fides. Et pourtant, comme nous allons pouvoir nous en rendre compte, l'approche scientifique n'est pas si simple tant les valeurs et les normes culturelles véhiculées par ce vocable ont été nombreuses, aussi bien dans les domaines social et moral, que politique et juridique, et tant il a parfois été vidé de son sens premier, celui qui reliait l'individu au social et au Dieu. Cicéron range la fides parmi les vertus cardinales romaines,
il est d'autres genres de mérites d'un prix incontestable, tels que la justice, la bonne foi, la pudeur, la tempérance. Cette valeur fondamentale de la romanité n'était pas seulement le respect de la foi jurée, mais aussi celle antérieure au serment qui résultait par le simple fait d'être citoyen. Tous les rapports humains étaient à Rome, dominés par la fides. Tite-Live, qui a saisi l'importance des réalités morales, explique que la fides peut s'appliquer tant au niveau de la civiltà que du reste du monde connu. En effet, tout en faisant répondre la fides à la virtus, l'historien Padoan l'intègre aussi bien pour adjurer un chevalier au cours d'une assemblée, avec ta virilité et ta loyauté, que pour rapporter les paroles de délégués grecs au Sénat, avec quel courage et quelle loyauté le peuple romain a défendu leur liberté contre Philippe. Lors des guerres puniques, les défenseurs du mos maiorum, le système de valeurs des anciens si souvent exalté, ont jugé qu'il fallait protéger celles-ci, car elles avaient été la condition du prestige de Rome, au premier rang desquelles figurait la fides. Au surplus, Hieron II de Syracuse, avant de se rapprocher d'eux, avait rappelé aux Romains qu'ils n'avaient que le terme fides à la bouche. Il est hors de doute que lors de la guerre d'Hannibal, la fidélité que témoigna un certain nombre de cités italiques à Rome a participé au renversement de l'ennemi punique. La virtus à elle seule n'aurait pu suffire. C'est vraisemblablement l'époque charnière des guerres puniques qui a donné une résonance particulière à la fides. S'attacher à une telle notion, c'est appréhender la conception civique et morale du Romain, et pénétrer au sein de son univers représentatif ordonné autour d'une conscience collective. Tout au long de cette étude, nous avons pris en compte la polysémie du terme de fides. Par là même, les sources y faisant référence provenaient de différents horizons. La sphère publique, le cadre familial, les morts, le monde de la guerre, etc. Les pages qui vont suivre s'attelleront à cerner les contours de la notion, tantôt morale, tantôt politique, tantôt sociale, tantôt privée, et à en préciser les domaines d'exercice. Nous rappellerons les différentes acceptions de la fides, puis nous tenterons de nous représenter les multiples axes du champ sémantique qui traversaient et reliaient celles-ci, tant sur le plan profane que sur le plan religieux. Enfin, nous nous pencherons sur l'origine du culte de fides, sur son temple, ainsi que sur le rôle qu'elle a joué au sein de la société romaine. Les différentes acceptions de la fides. Ayant fait l'objet d'enrichissements successifs tout au long de la période républicaine, les acceptions de la fides sont plurielles. L'Oxford Latin Dictionary inventorie 13 significations principales pour ce terme. Celles-ci sont également référencées dans le Thesaurus Linguae latiné. Geoffrey Burger n'en retient que 5, confiance, crédit, loyauté, bonne foi, promesse et protection. L'environnement lexical rend l'une ou l'autre prédominante, mais l'auteur articule son analyse autour du sens confiance. Ce dernier considère que la relation de confiance, exprimée par le terme de fides, existait depuis les temps les plus reculés, permettant ainsi au mot grec pisti, pistis, d'avoir très tôt un équivalent latin. Reines écrit « Fides est ce qui dans l'homme fait d'un lien ou d'une obligation contractée envers autrui un lien moral et établit ainsi la confiance des autres. » En outre, la valeur confiance, qui est la trame qui soutient l'ensemble des acceptions de la fides, est maintes fois renforcée par la proximité du verbe credere. Ce sens est également patent dans les expressions fidem facere et fidem habere. La fides est essentiellement une valeur religieuse. Dès lors, foi religieuse est la perception ancienne de ce terme latin. Magdelin et Hasselner ont démontré l'existence de liens profonds entre la confiance et la foi jurée lors de la réalisation d'un ritu. Pourtant, la fides au sens de confiance n'est pas fondamentalement d'essence religieuse. Elle ne désigne absolument pas une quelconque adhésion à une vérité absolue et dogmatique. En effet, le terme exprime la confiance non pas dans les dieux mais dans les hommes. G. Dumézil conforte cet avis. Cette véritable foi religieuse, ce n'est pourtant pas le mot fides qui l'exprime non plus que le verbe credo. Il faut attendre le christianisme pour que, sous l'influence d'originaux hébraïques et grecs, credo et fides reçoivent les valeurs qui nous sont familières. Et Benveniste vient confirmer cette conclusion en soutenant que la fides, terme profane qui selon lui, n'a aucune origine religieuse, n'a évolué vers le sens de foi religieuse qu'avec l'instauration du christianisme dans l'Empire romain. Précisons enfin que la confiance, riche sur le plan sémantique, peut être comprise de deux façons en latin,
à l'actif, confiance que l'on donne à quelqu'un ou au passif, confiance que l'on obtient de quelqu'un. Comme le souligne J. Elgoire, fides comporte tout naturellement un sens bivalent, et c'est tantôt l'un tantôt l'autre qui apparaît dans ces expressions. Dans fides et aliqui apud alicem, c'est le sens passif de crédit, honnête qui apparaît généralement, mais dans beaucoup de ces tours on peut également voir le sens actif de confiance. Si la confiance occupe la première place dans la liste des acceptions de la fides, les autres significations de cette valeur multiconceptuelle ne peuvent être mises de côté. En effet, les notions de bonne foi et de loyauté représentent près de la moitié des occurrences du terme latin. La fides désigne alors généralement le respect de la parole donnée. Tite-Live écrit à propos du foedus entre le roi Porséna et les Romains. Des deux côtés, on fit preuve de loyauté. L'auteur fait fréquemment référence à la foi engagée par un peuple lors d'une alliance. C'est notamment le cas lors du siège de Sagonte. Par les armées d'Hannibal. Cherchez, croyez-moi, des amis, dans les lieux où n'est point connu le malheur de Sagonte, les ruines de cette cité seront pour le peuple de l'Espagne une leçon aussi terrible que solennelle, qui lui apprendra à ne point se fier à la parole, à l'alliance de Rome. Cicéron affirma : le fondement de la justice, c'est la bonne foi, c'est-à-dire la fidélité et la sincérité dans les paroles et les engagements pris. Au niveau de la vie quotidienne, l'engagement concernait surtout les légionnaires, les avocats, les citoyens, les époux, les magistrats et les sénateurs. Dans un discours de remerciement au Sénat, en juxtaposant la virtus et la fides, Cicéron exprima sa loyauté à la noble assemblée. Surtout quand j'ai récupéré les biens que j'avais perdus, mais je n'ai jamais perdu le courage et le loyalisme. Dans une de ses lettres, l'orateur romain recommanda son confrère avocat Servius Sulpicius Rufus à l'un de ses proches. Toujours sa fermeté, sa constance, sa loyauté, son zèle et sa sagesse hors de pair dans la défense de la République seront célébrés par la bouche de tous les mortels. Reines estime que la loyauté est une acception tardive de la notion, car on ne la retrouve que chez Plaute, dans le Rudent où la fides est coordonnée avec la pietà. Geoffrey Burger relativise ses conclusions en soutenant, d'une part, que le texte de l'auteur comique latin reflète probablement une conception traditionnelle, et d'autre part que rien n'interdit de penser que les latins aient ajouté assez tôt à l'idée de comportement loyal, celle de disposition intérieure à se comporter loyalement. Pour ce latiniste, la loyauté dérive en fait de la notion de crédit. Aux yeux du Populus Romanus, la fides apparaissait en effet comme une sorte de capital qui croissait ou décroissait selon la manière dont il était apprécié par les autres nations de l'oïcoumène. Le prestige de Rome découlait en partie de la forte impression produite par sa fidélité à l'égard des peuples avoisinants. Ainsi, les Romains étaient encouragés à faire preuve de loyauté et à rejeter toute forme de perfidia, l'antithèse de la fides. Mégaronide, dans le Trinumus de Plaute, rappelle à Calliclès que toute suspicion perfidier était en droit de provoquer l'infamia. Veille à ton crédit, conseille-t-il à son ami. En ce sens, le crédit est fortement tributaire de la morale, puisqu'il est la résultante de l'appréciation d'un comportement collectif. La fides en tant que crédit comporte donc une double sanction, l'une morale, l'autre sociale. Les gens de bien, stipule Cicéron, sont ceux qui adoptent un comportement de telle façon que leur loyauté et leur intégrité soient reconnues. La fides, dans sa dimension profane, apparaît bien comme la pierre angulaire des actes vertueux qui apportent la considération. Nonobstant, la loyauté avait également un ancrage dans le religieux, surtout durant la royauté et les premiers siècles de la République. Elle était un devoir sacré. La fides peut encore être traduite par promesse. Chez Zenius, Latinus proposa à Aîné de recevoir sa parole et de donner la sienne afin de conclure un accord solide. Accip dac fidem foedus que feri bene firmum. La formule fidem dar est reprise maintes fois par Tite-Live, notamment lorsqu'il détaille le contenu de la promesse faite par certains rescapés de la bataille de Cannes à Maharbal, au moment où celui-ci s'engage à les laisser entrer, fidem dant Maharbal. L'acception promesse est particulièrement explicite lorsque l'expression fidem dar est liée au verbe acciper. Elle indique alors la conclusion d'un accord. Subséquemment, rapporte l'historien padoan, l'espagnol Abélux s'entendit avec Scipion l'Africain pour lui livrer les otages de Sagonte, tous deux ayant engagé leur fides et convenu d'un endroit et d'une heure.
Les emplois de promesse avec promitère sont également éloquents lorsqu'il s'agit de mettre en évidence la fides par l'intermédiaire des textes de loi. Fidem promitère signifie en effet promettre sur son honneur. L'empreinte religieuse du terme de fides est marquée par cette acception, singulièrement lorsqu'elle est liée à l'adjectif sanctus. Ainsi, dans les Vérines, Cicéron fait mention d'une fides porteuse d'une indiscutable charge religieuse, fides sanctissima inuita. Enfin, le mot fides peut signifier protection, mais cette connotation ne saurait en constituer l'essence. Cette acception, située à la périphérie du faisceau sémantique de la valeur romaine, se trouve le plus souvent dans les invocations adressées à la divinité. Dois-je invoquer la protection des dieux immortels ? Rapporte Cicéron. Ainsi que dans les supplications des citoyens, j'appelle, je demande, j'adjure, je sollicite et en larmes, implore la protection que me doivent les dieux, tous les gens d'ici et tous les jeunes gens. Écrit le poète et dramaturge latin Cæcilius. La signification de protection est sans nul doute, comme le rapporte Geoffrey Burger, le point extrême de l'évolution de la fides, d'autant que le latin est la seule langue indo-européenne à présenter cette acception. Nous en ignorons la raison. On le voit, si la confiance, définie comme l'une des visées spontanées de toute communauté et de toute société, est la valeur dominante du concept de la fides, celle-ci comporte plusieurs référents linguistiques plus ou moins proches. La perfidia regroupe, quant à elle, toutes les acceptions inverses de celles de la fides, et confère à cet ensemble sémantique une cohésion certaine. Voyons dès à présent quelle corrélation pouvait être établie entre ces deux vocables antinomiques. B. La fides et la perfidia. Un concept peut également se définir par ses antonymes. Dolus se traduit généralement par ruse, fourberie, mensonge ou tromperie. Le terme fro est également une transposition du grec dolo, mais il connaît une portée plus large. Toutefois, celui qui illustre le mieux le contraire de la fides est perfidia. À l'instar du dolus et de la fro, la perfidia est une forme de simulatio. La perfidia, ou déloyauté totale, est une transgression et une violation de la fides. Son origine est à rechercher dans l'expression per fidem, qui signifie littéralement à l'encontre de la loyauté. La préposition per exprime la transgression. Tite-Live savait que l'histoire des premiers temps de Rome était grevée d'un coefficient d'incertitude élevé. Toutefois, il a cru bon de rappeler un épisode, passé depuis à la postérité, qui s'était déroulé au lendemain de la prise de Veii par Camille, et qui illustrait à la fois la perfidia par la trahison et la fides par la loyauté. Feignant de les emmener faire une promenade, le maître d'école, Paedagogu de Phalérie entraîna à sa suite ses jeunes élèves jusqu'au camp du dictateur romain qui assiégeait la ville. Bien qu'il n'y ait eu à cette époque aucun pacte conclu entre Rome et Phalérie, il livra alors ses jeunes pupilles comme autant d'otages afin de se faire bien voir auprès des nouveaux vainqueurs. Le maître félon fut accusé de perfidie par les Romains, et après avoir été molesté de coups de verge pendant tout le parcours, il fut renvoyé chez lui. Les enfants furent alors rendus à leurs parents, et une paix fut conclue avec la nouvelle ville alliée de Rome, car c'était par la justice et par la loyauté, Justitia Fidec, que Camille avait vaincu ses ennemis. Dans ses Philippiques, Cicéron s'indigne de voir que des serments de main, témoignages habituels de la foi donnée, aient été profanés par la perfidie et la scélératesse. Dans son De Invention, il confirme sa pensée en opposant catégoriquement la fides et la perfidia. Ceux qui souvent nous ont perfidement per fidem trahi, nous ne devons pas avoir foi, fidem haber en leur discours, car nous ne pourrons, si nous subissons quelque dommage de leur part du fait de leur perfidie, perfidia, ne nous accuser que nous-mêmes. C'est donc une très grande folie que de mettre son espoir dans la foi, fide de ceux dont la perfidie, perfidia nous a si fréquemment trompés. Tite-Live soutient que Scipion l'Africain pouvait s'appuyer sur la loyauté de ses alliés Massinissa et Syphax, et qu'il s'était par la même occasion prémuni de toute tentative de perfidie. Coram ego fidei ite a anitar, ut benetutu a perfidiasim. Aux yeux de Cicéron, les Grecs étaient des êtres perfides. Dans l'une de ses satires, Juvénal, fidèle interprète des préjugés romains contre tout ce qui provenait de l'Est, affirme même que les Hellènes étaient prêts à jurer sur la tête d'autrui. Tite-Live oppose également la loyauté romaine à la tromperie grecque. En outre, il avance que les Gaulois n'ont aucune fides.
Comme le laisse sous-entendre le Padoan, la prise de Rome par les hommes de Brennus en 390 ACN représente la violation par excellence du ius gentium et la perfidia incarnée. Toutefois, le peuple usant le plus de la perfidia selon les Romains, étaient sans nul doute les Carthaginois. De même que la fides punica, l'antithèse même de la fides était une expression proverbiale à Rome sans pour autant être devenue un thème populaire, les habilités qualidites et les retournements, ou ersuciers carthaginois ont été maintes fois condamnés dans la littérature latine. Nombreux étaient les auteurs latins qui déploraient le fait que la stratégie d'Hannibal reposait en grande partie sur la ruse. Pourtant, une lecture attentive du Poenulus, le petit carthaginois de Plaute, comédie en 5 actes écrite en 194 ou 193 ACN, montre clairement que l'arrivée de marchands carthaginois à Rome n'inspirait plus la moindre peur, bien au contraire, puisque les Romains éprouvaient une certaine sympathie et de l'amusement en côtoyant leurs concurrents bonimenteurs. La perfidia pouvait se manifester dans l'art de la guerre, le monde judiciaire, les transactions commerciales, ainsi que dans la sphère privée et plus précisément dans le cadre des relations amoureuses et amicales. Dans l'Énéide, Didon traita plusieurs fois Énée qui entendait l'abandonner de Perfidus. Dans l'une de ses lettres à Atticus, Cicéron écrit que certains de ses amici infidèles naturellement enclins à la perfidia l'ont poussé à l'exil. C'est les 3 axes du champ sémantique de la fides. S'agissant d'une notion qui présentait un aussi large éventail de sens, et qui en outre se situait tantôt dans le monde profane, tantôt dans le monde religieux, tantôt dans la sphère sociopolitique, tantôt dans celle privée, il convient de morceler, du moins sur le plan théorique, la valeur fides, afin d'en analyser chacune des composantes. Ce que nous nous proposons de faire à présent, c'est donc d'étudier les axes du champ sémantique de notre valeur. Notre enquête comportera 3 étapes. Une première consacrée au devoir de la fides sans engagement préalable spécifique, une deuxième à la fides liée à une promesse, et une dernière à la fides résultant d'un serment. Nous insisterons tout particulièrement sur la fides publica et sur la fides tuium. A. Les devoirs de la fides sans engagement préalable spécifique. La fides se lie étroitement à un pacte, réel ou implicite. Pégrimal écrit qu'elle se présente, sous sa forme générale, comme une loi non écrite, créatrice d'obligations mutuelles. Elle est également une règle de conduite, fondamentale et marquée du sceau de la religiosité, même dans le cas où elle n'est pas liée à un engagement préalable spécifique. Nous analyserons le premier axe de la fides dans 4 domaines: les relations internationales, la déditio, la conduite de la guerre et les rapports fondamentaux à l'intérieur de la cité. 1. La fides dans les relations internationales. La politique juridique poursuivie par les Romains se trouve à la base de leur expansion et donne à celle-ci sa signification particulière, même si, avec le temps, elle n'en a conservé que les formes. Protégeant le droit des individus, la fides était une exigence de base pour les entrevues diplomatiques. À ce titre, les ambassadeurs étaient inviolables. Valère Maxime, dans son chapitre de Fit Publica, présente plusieurs exemples du respect du droit de ses émissaires. Les histoires de Polybe, qui comprennent les plus anciens renseignements authentiques qui nous aient été fournis sur la diplomatie romaine, prouvent que durant les guerres puniques, la fides se présentait comme le grand facteur de régularité dans les relations internationales, le système cohérent de valeurs et de normes introjectées, la continuité dans le temps et la poursuite de la tradition. Au prélude de la guerre des Gaules, César estima qu'il était de son devoir de renverser Arioviste, car ce dernier avait arbitrairement arrêté plusieurs ambassadeurs romains. L'impérator pensait aussi être en droit de châtier les Vénètes coupables d'avoir retenu prisonniers ses députés, des députés dont le nom chez toutes les nations fut toujours sacré et inviolable. Les ennemis en pourparlers devaient faire preuve de la fides in colloquio, autrement dit de respect vis-à-vis de l'intégrité des acteurs présents autour de la table de négociation. Dans l'Ab Verbe Condita, le Flamininus de Tite-Live stipule à Philippe V, qui se montrait méfiant envers la tenue éventuelle d'un colloquium, que le danger est le même pour tous ceux qui se rencontrent avec un ennemi pour discuter en cas d'absence de loyauté. L'auteur rappelle ainsi que, quelles qu'aient été les relations qui liaient les Romains aux autres peuples, même en l'absence d'un foedus ou d'une amicitia,
la fides était une exigence de base pour les entrevues diplomatiques. Verbs, qui avait réussi à former un empire, entendait être perçue comme étant la plus vertueuse. Elle avait maintes fois fait état de sa fides devant d'autres nations. Défendre un allié tout en réparant un manquement juridique représentait un mobile acceptable aux yeux des sénateurs soucieux de faire reconnaître la Maiesta Populi Romani. 2. La fides et la deditio. Quand les Falisques apprirent que Camille, le Romain qui apparaissait comme l'incarnation du uier bonus, entendait faire preuve de générosité vis-à-vis d'eux, ils se mirent à célébrer la loyauté romaine. Tite Live écrit, au Forum, au Sénat, on ne parle que de la foi romaine. Ils envoyèrent immédiatement une délégation au Sénat romain, afin de lui offrir leur reddition et de se déclarer sujet de Rome. L'issue de cette guerre a livré au genre humain 2 exemples salutaires. Vous avez préféré la loyauté dans la guerre à une victoire immédiate. Nous, provoqués par votre loyauté, nous avons apporté spontanément la victoire. Le récit de la loyauté de Camille et du contre-don falisque constitue à l'égard de l'encouragement à se rendre dans la fides romana, un exemplum à suivre et à émuler. Pour G. du Mésil, ce motif de la geste de Camille a été élaboré de façon consciente par des connaisseurs de l'idéologie romaine archaïque. À l'aube de la Troisième Guerre punique, en 149, Giscon, surnommé Stritanos, Hamilcar, Misdes, Guillima et Magon étaient entrés à Rome et avaient annoncé au Sénat que tous les Puniques consentaient à se mettre eux et leurs biens à la discrétion du peuple romain, en prononçant la formule de deditio infidem. Cet acte épitrope était terrible à en croire les écrits de Polybe. Un peuple qui se rendait à la deditio des Romains comme l'avaient fait les Tarentins entre 272 et 271, leur livrait son territoire et les villes qui le composaient, ses cours d'eau, ses ports, ses temples, ses tombeaux. En d'autres termes, les Romains devenaient les maîtres absolus de la cité adverse et de la population qui y vivait. Panton et ine Kyrios Romaios otud et tudidontas aplos meketi medenos. Au plan juridique, les déditi renonçaient à la pleine propriété de leur patrie et se rendaient sans condition, sans que rien n'ait été dit ni promis. Il ne leur restait que l'espoir de ne pas être vendus comme esclaves, après l'annexion de leur territoire à l'Ag Publicus, comme ce fut le cas dans la suite de la déditio de Satricum. En droit romain, un peuple pratiquant la déditio ne pouvait prétendre invoquer la dissimulation de la part d'un territoire auquel il entendait se soumettre. La justa causa possessionis ne pouvait donc plus être invoquée. Un vaincu qui implore la fides du vainqueur ne lui demande que de conserver la vie, mais cette valeur romaine suppose que ce dernier n'abuse pas de son pouvoir, et qu'il limite au plus juste ce qu'il exige du peuple résigné. Elle fonde les différents droits, les iura, issus de la rencontre des différents ius, et c'est elle aussi qui garantit le ius gentium, qui protège les étrangers libres et les esclaves. Onasandros soulignait d'ailleurs que le bon général devait traiter avec humanité une cité qui se rendait. En 191 ACN, les Étoliens, vaincus par le consul Acilius et ses hommes, s'en étaient remis à la fides populi Romani, mais sans avoir saisi la polysémie de cette terminologie. Il semblerait que les Carthaginois, à la veille de la Troisième Guerre punique, aient également fait preuve d'ignorance en matière de ius romanum. Leur ville sera d'ailleurs rasée en 146 ACN. Pourtant d'ordinaire, les cités qui se rendent doivent rester indemnes, comme le stipule Tite Live, capta non dedita diripi urbe. Pour exemple, en 188 ACN, les Scipions écrivirent aux habitants d'Héraclée du Latmos, qui s'étaient détachés d'Antiochos III et qui s'en étaient remis à la fides des Romains, afin de leur faire savoir qu'ils veilleraient à leur sécurité. César accueillit également favorablement la déditio des Bellovaques ayant imploré sa fides, ainsi que celle des Alexandrins qu'il consentit à protéger, infidem receptos consolatus. L'appel à la fides du vainqueur revêt souvent explicitement la forme d'une supplication qui supposait certains gestes rituels. Le suppliant ou dédicius invoquait généralement les dieux avant de faire appel à la bonne foi des mortels présents, et éventuellement avant de toucher certaines parties du corps réputées sacrées, la main droite, les genoux ou bien encore les yeux. Le souverain Priam, chez Virgile, explique que ces gestes placent sous la souveraineté de la divinité les droits et la protection dus aux suppliants, droits qu'Achille n'osa pas violer, sed iura fidemque,
Supplicis et Rubui puisqu'il permit au vieux roi d'obtenir la dépouille de son fils. Servius Honoratus, le commentateur de Virgile, met en rapport la supplication par le toucher rituel avec une forme de fides hautement religieuse, en expliquant que le droit pontifical interdisait de frapper quelqu'un qui embrassait les pieds ou les genoux d'un flamine. Dans la guerre, la fides, à l'instar de Pietà, comportait une dimension religieuse non négligeable, car une bataille devait se mener en accord avec les dieux. Ainsi, tôt ou tard, celui qui est déterminé à user de perfidia devait s'attirer la vindicte de la divinité, capable de tout apercevoir du haut de la cime céleste de l'Olympe. L'aspect religieux de la fides était aussi marqué dans la déditio, puisque le vainqueur dont la fides était sollicitée par les déditi ne pouvait se soustraire au devoir de les protéger loyalement, au risque d'encourir la colère divine. Néanmoins, la référence religieuse de la fides ne se lit généralement qu'en filigrane. Contrairement à son homologue grec pistis, cette valeur romaine demeurait donc essentiellement d'ordre profane. En outre, la désacralisation des mœurs de la fin de la République, à l'instar de la laïcisation du droit, a miné le caractère religieux de la fides dans la conduite de la guerre. 3. La fides dans la conduite de la guerre. La fides in bello exigeait du Miles romain qu'il fît preuve de loyauté envers son adversaire, et rejeta toute forme de dolus ou de fraude concrétisée par exemple par la tactique de l'embuscade ou la pratique de la trahison. La morale aristocratique romaine éprouvait une répugnance infinie à l'égard des manœuvres frauduleuses et perfides, menées sur le champ de bataille. Toutefois, les dieux n'interdisaient pas de faire usage de subterfuges pourvu qu'ils soient admissibles. Dans son De Legibus, Cicéron écrit « Nous avons fixé par la loi que le droit et la loyauté sont essentiels, tant quand il s'agit... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.